Bienvenue tout le monde. Vraiment heureux, là, une belle salle. Il faut dire que peut-être la météo nous aide un peu aussi. Il n'y a pas grande activité extérieure à faire aujourd'hui, mais on est bien heureux là, d'avoir une belle réception. Puis je pense que c'est attendu. Puis la forêt, on voit que chez nous, c'est important. J'ai même su qu'il y avait des gens du domaine du roi, des gens de l'extérieur de la MRC qui sont ici. Là. Bienvenue, bienvenue chez nous. Ça fait plaisir. Écoutez, aujourd'hui, on a décidé de parler des changements climatiques, l'aménagement forestier. C'est un sujet qui est très, très important chez nous. Puis on veut faire participer la population, puis informer la population par rapport aux décisions qu'on va prendre dans le futur quand même. C'est des décisions importantes. Il faut réfléchir à notre aménagement d'une façon différente. Vous savez, ici, on a quand même une gestion de terre publique intramunicipale avec beaucoup, beaucoup de forêts matures, de pins gris. Donc, on a des décisions d'aménagement à prendre. Alors, on a un projet de forêt habitée qu'on commence à travailler aussi, où on veut aménager la forêt, puis on veut sortir un peu du régime actuel. Est-ce que le régime écosystémique, l'aménagement écosystémique plutôt qu'on pratique actuellement est convenable encore dans le contexte si on veut que nos forêts nous rendent des services? Est-ce qu'on doit réfléchir à l'aménagement forestier d'une façon différente? En politique, on gère souvent pour 4 ans, on est élu pour 4 ans, on prend des décisions à court terme, mais dans le cas de la forêt, c'est impossible de prendre des décisions uniquement à court terme. Il faut réfléchir le futur, il faut penser à nos enfants, il faut penser aux forêts qui vont être là pour encore des dizaines et des dizaines d'années. Donc, il faut entamer une réflexion là, pour l'aménagement de notre territoire forestier. Puis on l'a vu l'été dernier avec les feux de forêt. Ça a été quand même là, un électrochoc, je pense, pour beaucoup, beaucoup de gens. Puis d'ailleurs, la ministre a lancé des consultations. Je pense que ces grands feux-là aussi ont eu un impact. Les changements climatiques, la personne la mieux placée pour parler de changements climatiques, c'est M. Villeneuve qui va faire une présentation. Ça fait 50 ans qu'il parle de ce qui va arriver aujourd'hui, puis il a toujours eu raison, pauvre lui. Même sa femme ne doit pas croire à ça, mais c'est vraiment là, un conférencier très, très intéressant pour nous, pour venir parler justement des défis qui nous attendent pour l'aménagement de notre forêt, puis l'aménagement de notre territoire aussi. À ce titre-là, les MRC, il y a eu une annonce qui a été faite avant hier, là. On va embaucher une ressource en environnement pour rédiger un plan d'adaptation et de lutte au changement climatique. Donc, les MRC vont être responsables de réaliser ces plans-là. Et on a 3 ans pour rédiger notre plan. Par la suite, les municipalités, la MRC, on aura tous ensemble à mettre en place ces plans-là. Il va y avoir des sous qui vont être disponibles pour s'adapter à ces plans-là, puis aussi pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour lutter contre les changements climatiques. Donc, pour nous, c'est vraiment un gros mandat. Ça va être très important. Il va y avoir des sommes très importantes à investir. Donc, c'est une responsabilité qu'on veut appliquer, puis on veut impliquer la population dans ces enjeux-là. Je ne vous cache pas que si on était à Victoriaville ou à Drummondville ou dans le centre du Québec, probablement que dans le plan, ils ne parleront pas tellement de forêt, ou en parleront un peu, mais beaucoup moins que ce qu'on va faire ici, compte tenu de notre territoire, compte tenu de l'immensité de notre territoire forestier. Puis aussi, on est construit, souvent on a de la villégiature en forêt, mais on a même des résidents permanents qui sont dans des milieux forestiers. Donc, on aura des enjeux très, très importants à adresser à ce titre-là. Puis c'est ça. Puis nous, ça fait partie vraiment de notre mission, de notre vision, de faire participer les gens puis de les informer. On le voit que le monastère, on a acheté le monastère, on veut impliquer la population de la façon on va aménager ce territoire-là, qu'on va aménager aussi le monastère en tant que tel. Donc, c'est important pour nous de faire de la consultation, faire de l'information puis échanger. M. Villeneuve, moi, je l'ai connu en 1996 à l'Université d'été sur le développement durable. On avait eu... moi, ça a été l'école, c'est là que j'ai connu le développement durable. Qu'est-ce que c'était? J'ai été initié à ça. C'était vraiment là, toute une école, les changements climatiques. Ça m'a suivi dans ma vie professionnelle, puis même dans ma vie aussi politique, l'enseignement que j'ai eu de Claude pendant cette belle expérience-là, le temps d'un été. Mais Claude, quand même, là, on a présenté, j'ai une petite présentation de Claude, là, mais ça tient sur une feuille, mais d'après moi, c'est une fraction de ce que Claude a fait dans sa vie professionnelle. Donc, Claude Villeneuve, il est biologiste, il a eu un bac à Chicoutimi, doctorat à l'Université Laval, il est natif de Chicoutimi-Nord. Il travaille en environnement depuis 50 ans, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il a été enseignant au cégep de Saint-Félicien en sciences pures et professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis 2001. Il est retraité depuis le 1er septembre 2023. C'est pour ça qu'il a le temps de venir nous voir un peu. Là. Il va poursuivre sa vie professionnelle. On n'est pas inquiet. Mais il dirige encore les unités de recherche jusqu'en 2026. Donc, la chaire en éco-conseil, c'est Claude qui a mis ça quand même à l'UQLAC. Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années que c'est en place. Et Carbone Boréal aussi, là, qui est bien connu. Donc, il a été consultant à l'UNESCO, à l'Institut en éco-conseil à Strasbourg, en France, Programme des Nations Unies pour le développement aussi. Donc, il est passionné par la forêt depuis toujours. Il y a un camp familial en haut de Notre-Dame-de-Lorette sur la ZEC, si je ne me trompe pas.
Donc, vraiment, là, passionné de forêt. Puis je pense que dans le contexte des changements climatiques, c'est la meilleure personne de nous parler de la forêt. Bien, j'invite Claude Villeneuve à venir nous faire la présentation. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. Bon, première chose importante à dire, je ne suis pas un communicateur, un spécialiste en communication. Je suis un prof. Fait que, prenez des notes. C'est Jonathan qui fait passer l'examen. OK? Fait que j'ai beaucoup de diapos, beaucoup de matériel. Fait qu'on va passer assez rapidement sur le matériel parce qu'il y a juste 3-4 messages que je voudrais que vous gardiez en tête. On y reviendra dans la dernière diapositive. Mais dans les faits, ce matin, c'est super de parler de changement climatique, même si on a dit qu'il ne faisait pas beau dehors. Pour comprendre les changements climatiques, il ne faut pas regarder le temps qu'il fait dehors. Il faut plus regarder les manifestations qui se produisent à long terme. Alors, par exemple, si vous avez des cerfs de Virginie aujourd'hui au nord du lac Saint-Jean, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 50 ans. Ça, c'est des indicateurs climatiques. Alors que la température, les redoux en hiver, etc., il y en a toujours eu. La différence avec les changements climatiques, c'est que ces redoux-là sont plus chauds et plus fréquents. Puis le cumul de tout ça fait qu'à un moment donné, on n'est plus tout à fait dans la même région bioclimatique. Et c'est particulièrement important pour la forêt parce que les arbres, ça vit longtemps. Donc, puis ça vit dehors, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, ça vit avec les changements du climat. Puis, dans le cas des arbres, né pour un petit pain, c'est pas tout à fait la même orthographe que pour nous autres quand on est né pour un petit pain. À quelque part, pour que les arbres deviennent grands, il faut qu'ils aient l'enveloppe thermique qui leur permet d'avoir de l'eau, d'avoir le soleil, ça ne change pas, d'avoir de l'eau au bon moment, de ne pas se faire geler les bourgeons quand ce n'est pas le temps, ou encore de débourrer quand c'est le temps d'aller chercher le soleil. Puis si tu n'es pas préparé pour le nouveau climat, ben tu vas peut-être manquer de croissance à certains endroits. Si tu n'es pas préparé pour le nouveau climat, ben tu vas peut-être manquer d'eau, tu vas peut-être faire de la cavitation parce que c'est trop sec. Alors que ce qui était autrefois une enveloppe thermique intéressante va devenir une enveloppe thermique qui est défavorable. On y reviendra tantôt. Là, on va essayer de ne pas gaffer. Ça marche. Alors, premièrement, comme je vous disais, on ne regarde pas dehors quand on veut parler de climat. Le climat, c'est des moyennes sur 30 ans. Okay? Donc, les moyennes sont constituées à partir d'observations météorologiques. Puis ces observations-là, c'est un peu comme si je prends la salle ici, puis je dis, en moyenne, on mesure, mettons, 5 et 8. Puis là, on peut faire des distinctions entre les hommes et les femmes, mais en moyenne, on mesure, mettons, 5 et 8. Mais il y en a dans la gang qui sont à 6 et 4, puis il y en a d'autres qui sont probablement à 5 et 2. Fait que dans les faits, on est quand même une assemblée normale, mais on a chacun nos variabilités comme les années se suivent et se maintiennent dans cette normale-là avec des variations d'une année à l'autre. Là, actuellement, on est dans un phénomène El Niño. Ça a des effets à l'échelle globale. Puis nous, ça nous influence avec des températures qui sont un peu plus chaudes. Il y a toujours eu des El Niño. Il y a toujours eu des années plus chaudes en hiver. Mais là, cette année est un peu plus chaude que d'habitude. OK? Alors, en gros, on est dans un système où l'énergie nous vient du Soleil. 99,97% de l'énergie disponible sur la planète vient de la lumière. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on est nourri, si on veut, par en haut.
Parce que les arbres captent l'énergie, les plantes captent l'énergie, font la photosynthèse, utilisent une molécule mineure dans l'atmosphère qui s'appelle le CO2, puis s'en servent pour constituer des hydrates de carbone, dont la cellulose, qui est la principale composante du bois, mais toutes les molécules, y compris des molécules comme des huiles, y compris des molécules comme de l'amidon, qui vont servir à alimenter le monde animal. Donc, même si nous autres, on ne se nourrit pas directement du soleil, on se nourrit indirectement du soleil à travers la chaîne alimentaire qui nous permet de trouver la masse et l'énergie. Puis, comme on est dans des cycles naturels, on rejette du CO2 par notre respiration. Donc, c'est un cycle du carbone dans lequel le carbone est un porteur de l'énergie. C'est particulièrement important parce que l'énergie, c'est une des clés pour comprendre les changements climatiques. Donc, en gros, l'atmosphère est éclairée par en haut et est réchauffée par en bas parce qu'une fois que la lumière arrive au sol, la lumière va tout simplement être transformée en chaleur, qui fait que ça nous rend plus confortables, puis ça explique aussi pourquoi, même quand il fait soleil au mois de février, il ne fait pas nécessairement chaud, et qu'à mesure qu'on va se retrouver avec un angle d'incidence qui est plus grand, il va y avoir une plus grande partie de la lumière qui va être transformée en chaleur, en interaction avec des corps colorés. Fait que, si c'est clair, il y a un élément important, c'est que dans l'atmosphère, il y a des gaz à effet de serre. Puis les gaz à effet de serre, ils agissent un peu comme des couvertures qui retiennent la chaleur pour éviter qu'elle se dissipe trop rapidement vers l'espace. Encore une fois, dans l'observation, vous savez que quand une nuit est claire, il fait beaucoup plus froid que quand une nuit est couverte par des nuages. Et donc, c'est un peu ce même système qui fait qu'il y a de l'énergie qui est retenue près du sol, donc là où on vit, puis il y a moins d'énergie qui interagit avec les molécules de l'air en altitude. C'est pour ça que quand vous prenez un avion pour traverser en Europe, il y a bien beau être au mois de juillet puis faire 40 degrés en bas, il fait moins 55 en haut. Okay? Donc, c'est éclairé par en haut, réchauffé par en bas, puis les gaz à effet de serre agissent comme des couvertures. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes sur un lit puis vous ajoutez des couvertures? Un petit drap de coton, un petit drap de flanellette, une couverture de laine, un édredon de plumes. À un moment donné, vous allez peut-être avoir trop chaud parce que la chaleur vient de votre corps. Donc, la couche entre votre corps et la chambre, de la couche qui est juste collée sur vous, elle va tendre à être à la même température que l'intérieur de votre corps. Il n'y a personne qui aime ça dormir à 37 degrés. Fait que vous allez vouloir vous décacher. C'est pas possible pour la planète de se décacher. Et c'est d'une certaine complexité tout ça. Une complexité parce que il y a beaucoup de phénomènes qui agissent au-delà de la transformation de la lumière en chaleur, puis de la chaleur qui est retenue dans les basses couches de l'atmosphère. Une bonne partie de l'énergie s'en va dans les océans. Normal, 71% de la surface planétaire, c'est de l'eau. Et la lumière pénètre dans l'eau. Quand elle pénètre dans l'eau, elle ne revient pas. Donc, l'énergie est transportée par les courants marins, l'énergie est stockée dans les océans et l'énergie est rejetée des océans par l'évaporation de l'eau qui va former les nuages. Fait que si les concepts sont assez clairs, vous voyez qu'il y a des phénomènes comme la présence de glace. Le fait que la glace ou la neige, ce soit blanc, ça reflète la lumière, ça ne se transforme pas en chaleur. Donc, ça agit sur le climat. Donc, plus vous allez avoir de surface océanique qui va être gelée, plus vous allez avoir d'énergie qui va être retournée sous forme de lumière puis qui n'interagira pas avec le système.
Au contraire, si vous avez moins de surface océanique gelée, vous allez avoir plus d'énergie qui va être stockée dans l'océan. Quand on vous parle du fait que les glaces de l'océan Arctique sont moins présentes qu'elles ne l'étaient, c'est un phénomène qui est une rétroaction positive. Donc, vous avez plus d'énergie qui va être stockée dans l'océan, ce qui va faire plus de chaleur, qui va faire moins de glace quand va venir l'automne. Okay? Donc, ces éléments-là s'inter-influencent les uns les autres. Et on a, comme humains, des transformations qu'on fait à large échelle sur la planète. Et une des transformations importantes, c'est qu'on émet des gaz à effet de serre. Autrement dit, on rajoute des couvertures sur le système. Fait que là, on va en arriver à un moment donné où la planète veut-tu se décacher parce qu'elle a trop chaud? Bien, c'est pas la planète qui a trop chaud, c'est nous autres qui a trop chaud. Fait qu'en gros, finalement, ce qu'on observe, c'est que depuis 10 000 ans, c'était relativement stable, le climat planétaire, depuis la fin de la dernière glaciation, et que depuis une centaine d'années, on a une augmentation de la température moyenne globale qui est observable. Okay? Et cette température-là, finalement, elle aurait augmenté depuis les années 80 de plus de 1,5 degré à l'échelle globale. Et si on recule en 1880, on a à peu près 1,2 degré d'augmentation. À l'échelle planétaire, c'est énorme. Et si on regarde 2023, c'est l'année la plus chaude qui a été enregistrée depuis 1880, puis elle est 1,48 degrés plus chaude que la période pré-industrielle. C'est un chiffre important à retenir parce qu'on parle dans l'accord de Paris de ne pas dépasser 1,5 degré en 2100. 1,48, proche pas mal. Alors, en gros, si on regarde ce que ça donne en termes d'anomalies, on revient sur la normale de tantôt. Okay? Bien, on se rend compte que la taille du groupe ici aurait augmenté si on faisait une conférence à tous les ans depuis 1880, dans la même salle avec le même nombre de personnes, on se rend compte que la taille serait passée de 5 pieds 2 à 6 pieds 8. Il y a quelque chose qui est un peu une anomalie là-dedans. Alors, une autre affaire qui est importante, c'est que l'eau joue un rôle extrêmement important dans le climat. L'eau joue un rôle parce que c'est le principal gaz à effet de serre, mais c'est un gaz qui ne reste pas dans l'atmosphère. Alors, si vous voulez faire l'expérience encore une fois, vous êtes dans votre salle de bain, vous prenez une douche, bien, c'est plus chaud. Vous sentez l'énergie, vous sentez la température sensible, okay, dans votre salle de bain, parce qu'il y a beaucoup de vapeur d'eau, puis que la vapeur d'eau contient beaucoup d'énergie. Okay? Dans un climat sec, vous n'avez pas cette impression-là, parce que l'eau n'est pas disponible. Donc, l'intérêt avec l'eau, c'est qu'elle précipite. Quand la vapeur d'eau est sursaturée dans un volume d'air, quand elle atteint 3 %, peu importe la température, elle va se transformer en format liquide ou en format solide. Puis dans un nuage, le même nuage qui mesure 1 km par 1 km par 1 km, ça c'est un tout petit nuage qu'on voit dans l'air, là. Bien, dans un nuage comme ça, vous pouvez mettre jusqu'à 35 fois plus d'eau si vous augmentez la température, disons, entre moins 20 et 30 degrés. Donc, il y a une relation directe entre la quantité d'eau qui peut être transportée par un nuage et la quantité de chaleur que vous avez, donc le climat que vous avez. Donc, on va passer dans les changements climatiques
d'une alternance de climat qui était sec et mouillé à une alternance de sécheresse et d'inondation. Là, ça devient important quand on parle d'aménagement du territoire, parce que tout ce qu'on considérait comme étant des précipitations normales, bien, les calvettes sont trop petites. Ce qu'on considérait comme des périodes de sécheresse, bien, ça devient réellement sec. Fait que si vous êtes un arbre qui est installé sur un milieu qui est alternativement sec et mouillé, ben, vous ne vous débrouillez pas si mal. Mais si vous tombez dans une période de sécheresse, à un moment donné, vous allez continuer d'évaporer de l'eau par vos feuilles. Puis, pour être capable d'aller chercher du CO2 pour vous nourrir, il faut que vous ouvriez vos stomates. Puis, si vous n'ouvrez pas vos stomates, bien, vous allez crever de faim. Puis, si vous ouvrez trop vos stomates, vous allez crever de soif. Fait que là, tout d'un coup, la capacité du sol à garder certaines quantités d'eau versus la capacité des arbres à s'adapter, ça peut amener des mortalités par cavitation. Et on commence à observer ça au Québec. Bon, alors, en gros, c'est un résumé. Les changements climatiques, ça va être une augmentation de la température et des précipitations. Et ça va être une augmentation qui ne sera pas seulement une augmentation de la moyenne, ça va être aussi une augmentation de la variabilité. Et donc, si vous prenez votre même courbe normale de la grandeur des gens qui sont dans la salle, puis vous la déplacez, mais que vous l'écrasez, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des événements qui sont absolument exceptionnels, qui vont se produire de façon régulière. Donc, en gros, c'est quoi qui amène les changements climatiques? Bien, en fait, les raisons qui amènent les changements climatiques sont essentiellement liées avec l'activité humaine. C'est pas des cycles naturels, c'est bon, je sais pas, Jacques Brassard n'est pas dans la salle, j'espère, là. Non, ben quand même, s'il est là, il viendra me voir. mais dans les faits, là, c'est que les modifications qu'on peut observer, tous les cycles naturels qu'on pouvait vérifier, ça a été les premières questions qui ont été posées aux scientifiques qui étudient le climat. Puis, ils les ont étudiées vraiment. Ils ont dit, y a-t-il plus d'irradiation solaire? Y a-t-il des cycles qu'on ne connaissait pas dans le passé? Il y a énormément de travail. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais il faut que je passe à autre chose, parce que je veux parler de forêt aussi. Mais en gros, les principales causes, c'est que nous autres, là, on veut se nourrir, on veut se déplacer, on veut se loger, on veut faire du tourisme, on veut avoir du fun. Quelque part, on a une consommation de biens et de services qui demandent tous, dans leur cycle de vie, une consommation d'énergie. Puis, cette consommation d'énergie nous vient à plus que 80% des carburants fossiles. Puis les carburants fossiles, c'est de la vieille photosynthèse d'il y a quelques millions d'années qui a été stockée dans le fond des croûtes terrestres par des phénomènes généralement avec l'océan. Je ne rentrerai pas là-dedans non plus. Mais les carburants fossiles, c'est de l'énergie solaire qui a été captée par des plantes. Ça fait longtemps qu'on a oublié le nom. Okay? Puis ces carburants fossiles-là, pour en tirer l'énergie, on les brûle. Et si on les brûle, on remet du CO2 dans l'atmosphère. Donc, on augmente la quantité de gaz à effet de serre. Puis quand on produit en agriculture, on utilise des engrais chimiques, par exemple des engrais azotés,
bien, ça remet dans l'atmosphère un autre gaz à effet de serre qui est à peu près 300 fois plus puissant, qui s'appelle le protoxyde d'azote. Puis quand on veut manger de la viande, du bœuf en particulier, ou du mouton, ou des animaux qui ruminent, bien, c'est des animaux qui ne digèrent pas. C'est bizarre, hein? Un bœuf, ça ne digère pas l'herbe. C'est les bactéries de son estomac qui digèrent l'herbe, puis ensuite, le bœuf digère les bactéries. Fait que ces bactéries-là, eux autres, travaillent à la chaleur, en absence d'oxygène, donc ils vont produire comme déchet du méthane. Fait que vous ne croyez pas les ministres qui vous disent que les pets de vache, c'est dangereux, là, c'est les rottes de vache qui sont dangereux. Okay? Si vous voulez mettre le feu à une vache, vous l'allumez par en avant, pas par en arrière. Donc, vous produisez du méthane. Puis, toutes sortes de productions comme ça, de gaz qui durent très longtemps dans l'atmosphère. Puis, comme ils durent très longtemps dans l'atmosphère, ils modifient de façon durable la quantité d'énergie qu'on peut conserver et donc la quantité d'énergie qui va se stocker dans les océans. Et donc, on va détraquer le climat avec tout ça. Bon, la principale cause, c'est l'utilisation des carburants fossiles. Vous voyez ici la consommation, la production de CO2, que je disais tantôt, qui est liée avec la production d'électricité, la production de transport avec des voitures, des avions, tout ce qu'on voudra, la consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité, la production de ciment, les gaz provenant de l'énergie fossile augmentent constamment. Depuis 1990, c'est plus que 62 %, alors qu'en 1990, les gouvernements avaient dit « on arrête, on stabilise à 1990 ». Ils ont juste manqué la cible par 62 %. Et vous voyez aussi que c'est directement nous autres, parce que la dernière coche que vous voyez, c'est la COVID. Dans la COVID, tout le monde a été arrêté. Il n'y avait plus de transport aérien, il y avait beaucoup moins de transport maritime, il n'y avait plus personne qui allait travailler avec son véhicule. Bref, c'est directement nous autres. Ça a baissé de 5 % les émissions dans une année. Remarquez ça parce qu'on parle, pour atteindre les cibles, de baisser de 7 à 9 % par année pendant les 25 prochaines années, de manière à arriver à 0 en 2050. Fait que c'est pas impossible, mais c'est pas tout le monde qui veut revivre la COVID. OK? Alors, donc, c'est un moyen. Encore une fois, je veux dire, comme Jacques Brassard, il suffit d'arrêter de respirer une fois sur deux, on va gagner. Pas de même. Alors, en gros, ce que nous montre la courbe ici, c'est que la population humaine, elle n'a pas cessé d'augmenter. C'est une bien bonne affaire depuis 1950, parce que je suis rendu là. Bon, la population humaine n'a pas cessé d'augmenter pendant le cours de ma vie à moi. Pas juste moi qui est responsable. Ma blonde est elle aussi. Mais en gros, ce qu'on prévoit, d'après les Nations unies, les meilleures prévisions qu'on a pour les 30 prochaines années, c'est que ça ne diminuera pas. Ça va peut-être commencer à se stabiliser en 2050, dans le meilleur des cas. Puis dans le pire des cas, on va être 9,5 en allant vers 10 milliards en 2030-2040. Fait que, correct. Plus de monde. Plus de monde qui veut plus de nourriture, plus de monde qui veut rester en ville, parce que la population en 1950, bien, était à 25 % urbaine, 75 % rurale. Ça, c'est dans le monde entier, parce que au Québec, c'était quand même déjà plus avancé. On était rendu à 40-60, puis on est rendu à 80. Mais en 2050, on va être à 75 % urbain. 75 % urbain, bien, ça veut dire que ce monde-là, ils ont des demandes pour avoir plus de béton, plus de
de transport de matériaux qui viennent pour desservir leurs besoins, etc., etc. Plus de demandes de climatisation, plus de demandes du monde qui vit en ville, quoi. Okay? Donc, vous allez avoir un doublement des émissions si la tendance se maintient d'ici à 2050. C'est pas le bon côté où il faut aller. Puis, en plus de ça, c'est que les humains mangent de plus en plus de viande à mesure qu'ils sont plus riches. Quand moi j'étais petit, on disait qu'un Chinois, ça mangeait un bol de riz par jour. Aujourd'hui, ils aiment ça, mettre un petit peu de porc dedans, puis un petit peu de poulet dedans, puis un petit peu de tout ce que tu voudras. Ils sont comme nous autres. C'est meilleur que juste un bol de riz blanc. Donc, à quelque part, le 1,4 milliard de Chinois, mais aussi le 1,450 milliard d'Indiens, puis un paquet d'Indonésiens, puis un paquet de monde qui, autrefois, mangeait beaucoup moins de viande, sont aujourd'hui demandeurs de plus de viande. Pourquoi ça compte plus de viande? C'est que pour produire de la viande, il faut que les animaux mangent des plantes. Pour produire des plantes, ça prend des champs cultivés. Puis c'est beau d'avoir la révolution verte, mais si vous utilisez des engrais azotés, vous produisez plus de gaz à effet de serre avec le protoxyde d'azote, entre autres, en plus de toute la mécanisation que ça prend. En plus d'être obligé de clairer des forêts au Brésil pour produire du bœuf. Parce que si vous allez à Chicoutimi, chez Beaufiche, vous allez avoir du bœuf brésilien. Sympathique. Un kilo de bœuf brésilien, c'est 72 kilos d'émissions de gaz à effet de serre. Bon. Alors, donc, l'autre élément qu'on va vous dire, mais il suffit qu'on ait de la technologie, il suffit qu'on réduise la quantité d'énergie qu'on utilise. D'ailleurs, les gouvernements nous ont dit on va doubler l'efficacité énergétique d'ici à 2030. Bien, on l'a déjà fait, ça. Entre 1960 et aujourd'hui, on a diminué de moitié la quantité d'énergie par dollar du PIB, mais on a quand même augmenté nos émissions 4 fois. Fait qu'il y a un facteur 8 pour rater la cible. Là. OK. Bref, où est-ce qu'on s'en va? Bien, depuis 1900, on émet 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'on en émettait. Et puis, ça donne ça dans l'atmosphère. Alors, regardez ce graphique-là, il est extrêmement intéressant. Ça, généralement, là, je peux passer 1h15 avec mes étudiants sur ce graphique-là. On va ralentir un peu, OK? Voyez que depuis 1958, qu'on mesure le CO2 dans l'atmosphère à Mauna Loa, ça n'a pas cessé d'augmenter. Première chose, j'aimerais ça, avoir ça dans Montréal. Deuxième chose, voyez que chaque année, il y a toujours une variation qui est égale. Ça, cette variation-là, ça vient de quoi? La première fois que Keeling s'est rendu compte de ça, il pensait qu'il s'était trompé. Puis là, il a creusé. Finalement, quand on prend des mesures de CO2 à différentes latitudes, on se rend compte que cette courbe-là diminue d'intensité à mesure qu'on s'éloigne du pôle Nord. Ah ouais? C'est quoi la raison? C'est tout simplement que notre forêt boréale, nos forêts dans l'hémisphère nord, elles travaillent, font la photosynthèse en été, entre le mois de mai et le mois d'octobre. Après ça, bien, les arbres perdent leurs feuilles ou bien ils arrêtent de faire la photosynthèse parce qu'ils ne veulent pas se faire geler. Fait que, il n'y en a plus. Fait que si je vous demandais une question d'examen, est-ce que c'est le haut de la courbe qui est en hiver ou c'est le bas de la courbe qui est en hiver? Puis l'hiver dans l'hémisphère nord, il n'est pas le même temps que l'hiver dans l'hémisphère sud. Fait que ça ne s'annule pas. Donc c'est vraiment la trace de notre forêt boréale sur la composition de l'atmosphère globale. Quand même intéressant.
Mais je n'irai pas plus loin. OK. Donc, comment va évoluer le climat dans les prochaines années? Alors, premièrement, il faut savoir que les gouvernements ont été extrêmement inefficaces. Depuis 1990, qu'on a dit « Oh, oh! » Le GIEC a fait son premier rapport. Il a dit, le GIEC, c'est le groupe interuniversitaire, le groupe international d'experts sur l'évolution du climat. Bon, alors, ce groupe international-là a été créé en 1988 et il est là pour conseiller les États, puis leur dire, c'est-tu sérieux cette affaire-là? Qui c'est qui dit vrai? C'est-tu Jacques Brassard ou Claude Villeneuve? Fait que là, le GIEC étudie toute la littérature scientifique. Jacques Brassard ne publie pas beaucoup, mais il parle en masse. Il parlait en masse, en tout cas, bref. Mais cela dit, tout ce bruit là, qui existe, là, il s'en publie des millions d'articles par année. Bien, il faut faire le ménage là-dedans, puis conseiller les États qui n'ont pas le temps de lire tout ça. Fait que là, le conseil qu'on leur a donné, en 1990, on a dit « Ouais, il n'y a pas de raison de penser qu'on ne s'en va pas vers un réchauffement climatique. » En 1995, on a dit « On s'en va vers un réchauffement climatique. » Puis, c'est les humains, il y a un faisceau d'évidence, c'est les humains qui font ça. En 2001, on a dit « Oui, il va falloir vivre avec parce que vous n'avez pas bougé. » Fait que là, les États ont dit « Oui, 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 on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. » Bon, on continue à faire la même affaire, mais bon. Ça aussi, je pourrais parler 1h30. Cela dit, si vous regardez depuis 1990, où on se préoccupe de ça, qu'est-ce que les États ont fait? Bien, tous les gaz à effet de serre ont augmenté, dont certains par un facteur 3. Okay? Les perfluorocarbones, qui sont liés directement avec la production d'aluminium, par exemple, parce que la Chine a commencé à produire des quantités d'aluminium qui sont beaucoup plus grandes que celles qui étaient produites à l'époque. Puis, les réglementations environnementales en Chine sont très, 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 très sévères. Okay. De plus en plus. Alors, ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on se rend compte que les chances d'atteindre l'accord de Paris, qui est de dire, comme je disais tantôt, de stabiliser le climat à pas plus qu'1,5 d'augmentation de la période pré-industrielle en 2100, il faudrait que les États prennent des mesures beaucoup plus sérieuses, puis ils les ont pas pris. Puis actuellement, on n'est même pas, avec tout ce qui est promis comme engagement, M. Guilbeault va dire hey, « on est rendu à 2,7 dans les engagements. » Bien oui, mais 2,7, c'est pas 1,5, on est loin de là. Okay? Donc, pour 2030, il n'y a pas des engagements si forts. Puis si on regarde les causes, vous voyez ici, ça c'est un diagramme qui montre l'évolution depuis 20 ans de la consommation d'énergie, okay? De la production d'énergie. On se rend compte que 80% de l'énergie, c'est les 3 premières colonnes. 80% de l'énergie vient des carburants fossiles. Il y en a à peu près 5% qui vient du nucléaire, 7-8% qui vient de l'hydroélectricité, puis 7-8% qui vient de l'énergie éolienne et solaire. Okay? Puis oui, le nucléaire n'augmente pas, l'hydro augmente relativement, mais lentement. L'énergie éolienne et solaire augmente très rapidement, mais même si vous triplez l'énergie éolienne, nucléaire et hydraulique d'ici à 2050, vous avez vu tantôt qu'on avait besoin de 2 fois plus d'énergie, qu'on aurait 2 fois plus d'émissions en 2050 pour accommoder les tendances. Ça veut dire que ça fait juste 15% d'amélioration. Il va donc falloir qu'on ait encore au moins autant d'émissions des carburants fossiles d'ici à cette époque-là. Bon. Donc, pour résumer, en bref, si les choses continuent dans le scénario
catastrophe dans laquelle on est parti, on s'en va vers une augmentation de la température globale à la fin du siècle, puis des émissions à la fin du siècle, qui va probablement plafonner juste vers 2070, et qui va être énormément élevé. Si on fait comme l'accord de Paris nous amène, on va aller dans les scénarios qu'on dit désirés, c'est-à-dire soit 1,5 degré ou 2 degrés d'augmentation, mais le plus probable, c'est qu'on va se ramasser à quelque part entre les deux. Et d'ici à 2050, bien, il n'y aura pas grand-chose qui va changer de façon diamétralement opposée. Et l'autre problème, c'est que c'est comme une limite de crédit. Hein? À un moment donné, tu arrives, que tu dépenses, puis à un moment donné, tu as un téléphone. Et là, le téléphone dans l'atmosphère, c'est que pour atteindre une certaine quantité de chaleur, de réchauffement, bien, il y a une concentration limite en gaz à effet de serre qu'il ne faut pas dépasser. Fait qu'on ne peut pas en ajouter tout le temps. C'est que quelque part, chaque tonne compte. Et le budget carbone, bien, le budget carbone, si on veut atteindre 1,5, il nous reste 7 ans pour être capable de se ramener à 0 émission. Si on veut atteindre 1,7, c'est un peu mieux. Puis si on veut atteindre 2, il nous reste quand même pas 30 ans. Fait que notre budget, notre vitesse de dépense de la marge de crédit, ben, c'est peut-être le temps de penser à couper sur certaines dépenses. Alors, donc, l'autre élément inquiétant, c'est que dans les océans, l'océan, il stocke de la chaleur. Fait que si vous regardez la température à différentes profondeurs, bien, elle a augmenté à toutes les profondeurs. Donc, la quantité, il y a 90% de l'énergie supplémentaire qui est stockée dans les océans. Puis ça, bien, ça va prendre du temps avant de se stabiliser. Donc, dans les faits, si vous regardez l'inertie du système, même si on arrêtait tout de suite de produire des gaz à effet de serre, ça prendrait encore 80, 100 ans avant que le climat se stabilise. Puis le niveau de l'océan continuerait d'augmenter parce que plus l'eau est chaude, plus elle occupe d'espace. Si l'eau occupe plus d'espace, le niveau de l'océan monte. Puis en plus, on ajoute que les glaciers fondent, fait qu'ils ajoutent une quantité d'eau dans l'océan. À un moment donné, les glaciers sont sur le continent, ils ne dérangent rien sur le niveau de la mer, mais quand l'eau est rendue dans le niveau de la mer, bien, elle augmente le niveau de la mer. Puis là, bien, il y a des quantités, des mètres d'eau. Dans le Groenland, il y a 7 mètres d'eau. Dans l'Antarctique, je pense qu'il y a à peu près 120 mètres d'eau sur le niveau océanique. Si vous ajoutez ça, vous allez vous retrouver à Saint-Félicien avec des plages de l'océan. Et les experts sont de plus en plus formels pour dire que c'est bien beau les paroles, mais on ne l'atteindra pas la cible. Fait que, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bien, le plus probable, c'est qu'à l'horizon 2050, on va être dans le scénario le plus élevé et que ce qui est apparu comme une année exceptionnelle, 2023 puis 2024, qui va être dans la même lignée, ça va être l'année normale dans 30 ans. Alors, ça va nous parler de questions de forêt. Alors, vous voyez, le Québec se trouve à être une des zones planétaires qui se réchauffe le plus vite. Okay? Donc, on est vraiment dans la zone privilégiée pour le réchauffement localement. Et vous voyez ici, c'est des prévisions des modèles climatiques régionaux qui nous parlent de quel va être le climat entre 2040 et 2070 au Lac-Saint-Jean. Alors, comme
on est dans la zone, dans la fenêtre la plus élevée. Ça veut dire qu'on va être avec une variabilité naturelle. Il y a des années qui vont être plus chaudes, des années qui vont être plus froides, mais en moyenne, on va être à peu près à 4 degrés au point de vue annuel de température, plus chaud que ce qu'on a connu dans le passé. Donc, le climat qui était à 0 en 1971-2000, à l'époque où moi j'étudiais à l'université, la moyenne annuelle, c'était 0. Aujourd'hui, c'est 0,7. Puis ce qu'on prévoit pour 2030, ça va être 4,3. Si vous regardez la comparaison entre les deux, ça veut dire qu'en 2040, la température au Saguenay-Lac-Saint-Jean va être celle de l'Outaouais aujourd'hui. Puis la colonne parlementaire ne suivra pas. OK. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances que ça n'arrive pas. Parce que les scénarios les plus probables et les scénarios les plus catastrophiques, dans la période de 2040-2050, vont nous donner, le scénario le plus catastrophique nous donne ce que le scénario le plus probable nous donnera en 2100. Donc, quelque part, ce que je vous dis là, ce n'est pas une prédiction, mais c'est une prévision raisonnable qui va arriver entre 2040 et 2070. Alors, vous allez me dire, il y en a plusieurs que les eaux lui feront plus mal en 2070, mais il y en a que j'espère que les eaux vont lui faire encore mal, parce qu'il y a des enfants et des petits-enfants. Quelque part, on est dans une condition qui nous interpelle, puis qui va interpeller les forêts aussi. Okay? Puis, la dernière mise à jour de l'Organisation météorologique mondiale nous dit qu'on va dépasser le 1,5 dans les 5 prochaines années. OK. On va parler de forêt. Parler de forêt, puis encore une fois, je vous l'ai dit, les diapos sont chargés. Donc, on va passer rapidement au-dessus, mais vous pouvez les étudier après, en prévision de l'examen que Jonathan va vous faire passer. Okay? Alors, les forêts, c'est très dépendant du climat. Comme je vous l'ai dit, les arbres, ils vivent dehors 365 jours par année, 24 heures sur 24. Sont très dépendants des précipitations, sont très dépendants des périodes de gel, dégel, etc., etc. Et les forêts influencent aussi le climat, parce que les forêts transpirent, donc amènent de l'humidité dans l'atmosphère. Les forêts font de l'ombre, donc maintiennent de l'humidité dans le sous-bois. Les forêts sont essentiellement créent des microclimats, puis ça les rend intéressantes pour toutes sortes de choses. Alors, donc, nos forêts, qu'est-ce qu'elles amènent? C'est beaucoup plus qu'une collection d'arbres, une forêt. C'est d'abord, du point de vue biologique, là, c'est une structure, un habitat tridimensionnel. Et ça permet, par exemple, d'avoir des organismes qui sont spécialisés, qui nichent dans les arbres. Ce n'est pas les mêmes oiseaux qui nichent dans les arbres que les oiseaux qui nichent dans les prairies. C'est des facteurs d'écotones qui arrivent à la zone de transition entre les arbres puis entre les forêts puis les prairies. La structure des forêts crée de l'habitat. Les interactions entre les forêts puis les lacs, les forêts puis les rivières, tous ces éléments-là sont des choses qui font l'objet des cours d'écologie à l'université, mais c'est aussi une réalité qui fait que la forêt, c'est beaucoup plus complexe que simplement une réserve de bois, une collection d'arbres ou une ressource à exploiter. Okay? Donc, la forêt, donc, elle a
la capacité aussi de nous rendre des services. Okay? Alors, la forêt a connu des changements. Les organismes vivants ont connu des changements. On était en période glaciaire il y a 15 000 ans. Aujourd'hui, on est dans une interglaciaire. Qu'est-ce qui arrive à un être vivant quand son habitat change? Bien, il y a 3 choix, en gros. Le premier choix, c'est s'adapter. S'adapter, ça veut dire changer sa physiologie ou son comportement. Il y en a qui décident que quand l'hiver arrive, ils s'en vont dans le sud, des oiseaux migrateurs en particulier. Il y en a d'autres qui restent ici, mais ils se font pousser de la plume en dessous. Il y en a d'autres qui changent de couleur. Il y en a d'autres. Donc, c'est des adaptations. La deuxième possibilité, c'est de se déplacer. Donc, on a des habitats plus intéressants. On va aller voir ailleurs si on est là. Cerf de Virginie, qui est en train de se répandre à l'heure actuelle, parce que c'est des habitats qui n'étaient pas colonisés il y a 50 ans, mais qui sont aujourd'hui favorables. Puis l'autre possibilité, c'est pas capable de te déplacer, il n'est pas capable de t'adapter. Ben, c'est ça, tu rentres dans le grand recyclage. Généralement, la vitesse à laquelle nos forêts avancent, c'est de l'ordre de 2 km par siècle. Mais la vitesse à laquelle il faudrait qu'elle avance, c'est 10 à 20 fois plus vite. Donc là, ils vont être en retard. Chaque décennie, il faudrait qu'il y ait avancé de 2 km. Ça ne marchera pas. Fait que, si on veut conserver nos forêts, première idée, là, c'est qu'il va falloir les aider à se déplacer. OK? On se rend compte aussi que les forêts qu'on connaît aujourd'hui, c'est des forêts qui sont issues du passé, dans le temps que l'homme ne faisait pas de changement climatique. Puis dans le passé, il y a eu une période de volcanisme assez intensif qui s'est appelée le petit âge glaciaire. Si on regarde la température moyenne planétaire, dans le cercle, vous voyez que entre 1350 et 1850, le petit âge glaciaire, pendant 500 ans, la température moyenne a été 1 demi-degré plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui, okay? Ou qu'elle ne l'était en 1970-80. Alors, donc, 1 demi-degré, c'est possible de s'adapter parce que la forêt qu'il y avait, quand on vous dit là, l'aménagement écosystémique, c'est de revenir à la forêt pré-industrielle. La forêt pré-industrielle, c'est dans le temps du petit âge glaciaire. Fait qu'on a une gageure qu'on est capable de maintenir une forêt qui était heureuse du petit âge glaciaire pour l'amener dans les changements climatiques. Moi, j'ai toujours dit, vous faites une erreur. On n'est pas parti pour revenir au petit âge glaciaire. Et dans les faits, les vieilles forêts d'aujourd'hui sont des forêts qui sont nées de 4, 5, 6 générations d'arbres qui ont vécu pendant le petit âge glaciaire, qui ont été sélectionnés pendant le petit âge glaciaire pour leur résistance à des climats plus froids. Est-ce qu'elles vont bien performer ou performer de façon optimale dans des climats plus chauds? La question est posée. Puis, le moyen de le vérifier, bien, c'est d'attendre et de rien faire. Mais je ne suis pas sûr qu'on a des chances de se donner tous les services de la forêt. Puis, ce qui est prévu, donc, c'est qu'actuellement, la ligne rouge nous indique là où on est rendu. Puis, vers où on s'en va, c'est vers le 2 degrés d'augmentation d'ici à 2050. Fait que vous voyez qu'il y a plusieurs phénomènes qui vont s'amplifier et qui vont amener des perturbations importantes. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit? Bien, réchauffement de 1,5 dépassé avant 2040. On prévoit que la fréquence des événements extrêmes, les petits coups de vent comme on a eu en 2022, là, dans le temps des fêtes, puis en 2023, au mois d'avril, ça a renversé pas mal de bois.
C'est correct. Ça fait de l'habitat faunique pour les perdrix. Mais bon. On voit aussi que la demande pour les produits forestiers, à l'échelle mondiale, à cause de l'augmentation de la population, ça va continuer d'augmenter. Puis la FAO a fait un document extrêmement intéressant qui nous dit que la demande des produits forestiers pour toutes le bois de construction, l'énergie, les molécules pour remplacer les plastiques, la demande pour les produits forestiers, là, elle ne va pas arrêter d'augmenter d'ici à 2050. Ce ne sera peut-être pas les produits forestiers qu'on connaissait autrefois. Okay? La question du papier, par exemple, c'est un cas, mais peut-être aussi qu'on va revenir au papier dans certaines choses. Okay? Comme on revient au sac de papier après avoir vu le désastre des sacs de plastique. Bon. Alors, cela dit, on peut penser que la situation de la forêt, ça va être plus de demandes, puis une offre qui va être un peu modifiée. Et les hivers vont être différents, plus chauds. Ça va plus ressembler à cet hiver que ça ne ressemble aux hivers des années 80. Les printemps vont être plus hâtifs, avec des coups d'eau plus hâtifs. Puis là, les arbres, qu'est-ce que tu veux? Si eux autres, là, ils ont évolué dans un climat où t'étais mieux de ne pas ouvrir tes feuilles, ou t'étais mieux de ne pas ouvrir tes bourgeons au mois d'avril. Tu sais? En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ne sors pas tes bourgeons en avril, mon homme, parce que tu vas te les faire geler. Avec les arbres, ils ont une vieille sagesse. Mais si vous vous en allez vers le mois de mai, bien, vous avez perdu un mois de beau temps. Ou si vous êtes un smart qui s'ouvre au mois d'avril puis qu'il vous arrive une gelée parce qu'on n'a pas déplacé le Québec, sa carte. On est toujours dans les zones d'influence des poches dans le courant jet qui nous amènent de l'air de l'Arctique jusqu'au mois de juin. On peut avoir des gelées tard. Les producteurs de bleuets le savent. Des gens savent que c'est fragile. Si ça rouvre trop de bonheur, tu risques de perdre tes fleurs. Tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte. Alors, les printemps vont être problématiques. Les étés, s'il y a plus de sécheresse, des dangers de cavitation. Aussi, des dangers d'incendie forestier, parce que si votre printemps est plus hâtif, puis vous n'avez pas de couverture par les feuilles qui maintient l'eau, maintient l'humidité, etc., bien, vous risquez d'avoir des sols plus secs, même événement climatique, plus d'incendies qui peuvent se décoller. Proche des populations, bien, le monde va faire du 4 roues pareil, puis il y en a qui vont garocher le top de cigarettes, on en connaît. Alors, des dangers d'allumer des incendies plus grands. Tous ces éléments-là vont continuer d'évoluer dans un monde qui est différent puis qui peut nous amener finalement des modifications dans les pratiques de l'industrie forestière, dans les pratiques de la gestion forestière. Alors, aménagement forestier. Qu'est-ce que c'est que l'aménagement forestier? Okay? Comme je vous disais, une forêt, ça nous donne des services écosystémiques. Services de biodiversité, services de captation de carbone pour stocker du carbone des changements climatiques, services de qualité des eaux de surface et souterraines. Pour ça qu'on vous dit, il ne faut pas couper sur le bord des cours d'eau parce qu'il y a une zone dans laquelle le cours d'eau dépend directement, la structure du cours d'eau dépend directement de la protection qui est apportée par les arbres. Les zones de captage, si vous prenez de l'eau dans une nappe phréatique, la qualité de l'eau va être déterminée par la couverture forestière sur la zone de captage. L'approvisionnement en bois, puis en produits forestiers, les paysages. Des gens qui vous disent, moi j'aimerais ça développer le tourisme en faisant du canot sur telle rivière, on n'en nommera pas. Il y a aussi les valeurs culturelles, les valeurs spirituelles.
on est en train de se rendre compte qu'on a négligé ces choses-là, et en particulier les valeurs spirituelles des populations autochtones prennent de plus en plus de valeur et de place, puis c'est important. Alors, ces éléments-là sont tous des services qui sont rendus par les forêts, mais ils ne peuvent pas nécessairement être tous rendus en même temps, à la même heure, au même endroit. Alors, l'aménagement forestier, moi, je vous propose que c'est toute intervention humaine concernant les forêts, y compris l'intervention de ne pas utiliser la forêt. C'est un choix humain, ça. Dans l'aménagement, quand on vous dit on va faire une zone de conservation, bien, c'est une décision humaine. La nature n'a rien à voir là-dedans. Puis si on se dit on veut faire une zone dans laquelle on amène un sentier touristique, c'est un choix humain, c'est un aménagement forestier. Si on vous dit on veut augmenter la production de gibier, pour tel ou tel gibier, on va faire un aménagement de telle ou telle façon, on va se garder des zones de protection pour l'orignal dans nos coupes forestières, etc., etc. Ce sont toutes des décisions d'aménagement forestier pour soit optimiser, maximiser ou conserver des services écosystémiques qui sont mesurés ou potentiels. Parce qu'on ne travaille jamais la forêt sur une base uniquement annuelle. On travaille pour les générations futures aussi, dans tous les cas. Donc, dans le cycle de vie de la forêt, parce que c'est vivant, donc ça naît, ça meurt, ça se transforme, il y a différents endroits où les services sont rendus avec une efficacité plus ou moins grande. Fait que selon les interventions qu'on va faire, bien, on va pouvoir optimiser. Par exemple, si vous coupez une vieille forêt, puis vous la remplacez par une forêt qui est plus jeune, vous allez probablement vous garantir une captation de carbone qui est plus grande, mais vous n'aurez pas nécessairement la conservation du stock de carbone, à moins que vous fassiez vos interventions en fonction de maintenir les stocks de carbone dans les sols, puis de suivre les stocks de carbone dans les produits durables du bois. Alors, tous ces éléments-là font que tu dois considérer la forêt dans sa globalité, dans son évolution, dans sa rotation, puis voir comment tu peux aménager en fonction des besoins présents et futurs. Donc, en gros, les changements climatiques vont vraiment nous amener des changements en hiver avec des dangers de verglas plus grands, des pertes de branches, des pertes de qualité de bois, des printemps où on va avoir de la neige qui va fondre plus vite, des sols qui vont s'assécher. Donc, vous avez des éléments qui vont être positifs aussi. Peut-être bien que vous allez avoir plus de champignons, mais l'industrie du champignon, c'est émergent parmi les services forestiers. Même chose pour l'été, même chose pour l'automne. Vous allez avoir des modifications dans les pratiques des entreprises forestières ou dans les pratiques de l'aménagement forestier. Et il va y avoir des changements aussi qui sont liés avec les organismes vivants. Par exemple, les tordeuses de bourgeons de l'épinette, qui vivent dehors à l'année longue, qui sont déterminées aussi par la température, vont migrer vers le nord, vont migrer en altitude. Ça, c'est dans la MRC du Fjord. C'est un travail qu'on a fait sur l'adaptation au changement climatique avec la chaire en éco-conseil. Et on se rend compte que, les ravages de la tordeuse vont se faire dans des endroits, vont se faire plus sévères dans des endroits où ils étaient moins sévères auparavant. Le forestier en chef a fait un rapport très intéressant dont je vais simplement évoquer quelques graphiques qui nous montrent que dans le scénario où on se retrouve, je vous ai dit le scénario le plus élevé, le 8.5, même si on peut penser qu'il y aurait pu y avoir une certaine augmentation de productivité qui est liée avec une température plus élevée, plus de CO2, ça va être largement
diminué par les impacts négatifs. Okay? Donc, d'ici à 50 ans, la productivité, ça risque d'être diminuée, productivité forestière, des forêts actuelles. En ce qui concerne les vieilles forêts, ben, qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien, si vous regardez les deux colonnes, il va y avoir une forte diminution des vieilles forêts, avec ou sans intervention dans le milieu. En ce qui concerne l'habitat du caribou forestier, c'est pareil, ça va manger une méchante débarque, mais je ne me lancerai pas dans ça, étant donné qu'il y a une stratégie qui s'en vient, paraît-il, qui va tout régler les problèmes. Pendant que je préparais la conférence, le ministère a publié un site très intéressant que je vous incite à aller voir si ça vous intéresse, parce que vous pouvez simuler quel va être l'habitat futur. Vous choisissez votre période. Vous dites en 2040-2070. Alors, si je plante des arbres aujourd'hui sur une terre privée ou autrement, il y a des chances que je les récolte en 2070. J'aimerais ça savoir quel genre d'arbre je vais planter. Alors, si vous regardez ce que ça donne, pour 4 espèces que j'ai pris dans toute la liste des espèces, vous pourriez avoir le carrier condiforme si vous voulez, là, si ça vous intéresse, mais j'ai pris des espèces communes, bien, on se rend compte que pour les pinottes noires, il n'y aura pas de gain d'habitat à aucun endroit dans la région. Par contre, il va y avoir à peu près 30% d'habitat qui va être moins favorable. Le pin gris, ça m'a surpris énormément. Il va y avoir 8% d'habitat plus favorable, 8% statu quo, puis 80% de l'habitat qui va être moins favorable ou carrément perdu. Oh! Vous allez y penser. C'est-tu l'espèce d'avenir? Je ne sais pas. Pour le mélèze, au contraire, on a 65% d'amélioration de l'habitat, okay? Avec 9% de diminution de qualité d'habitat. Pour l'érable rouge, 100% d'augmentation de la qualité de l'habitat. OK? En tout cas, je vous dis, amusez-vous avec le site, là. C'est très intéressant. Donc, en gros, si on regarde ça, on peut se poser la question, on a eu des feux l'année passée, c'est quoi qui est prévu? Bien, ce qui est prévu, c'est qu'il va en avoir plus puis plus d'intensité. Mais ça ne veut pas dire qu'il va en avoir plus tous les ans, puis qu'ils vont être toujours plus intenses, etc. Puis les feux, bien, il y a aussi des moyens de diminuer la vulnérabilité des forêts au feu, puis il va falloir qu'on y pense. Puis il y a aussi l'importance de diminuer la vulnérabilité des établissements humains par rapport au feu. Parce que si on veut faire de la villégiature en forêt, c'est pas tout le monde qui met de l'amiante sur son clavard. Fait que c'est pas recommandé pour la santé non plus, là. Mais généralement, on essaie de se protéger de ces événements-là. Puis ça faisait une dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu beaucoup de feux. Là, il y a eu beaucoup de feux l'année passée. C'est pas évident. Quelle autre chose on peut dire? Bien, dans le fond, on est dans un monde qui est incertain. Il n'y a rien d'écrit d'avance. Je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir un feu à telle place l'année prochaine. Je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir une année extrêmement sèche l'année prochaine. Je ne peux rien vous dire sur la météo, mais je peux vous dire des probabilités. Puis je peux vous dire que si on se prépare en fonction des changements climatiques, on risque d'avoir moins de mauvaises surprises dans l'aménagement forestier. Alors, les conséquences. Là, il faut que je regarde mon heure parce que je suis parti. Là. OK. Une période de questions. On va passer vite.
Donc, les conséquences, j'en ai parlé un peu. Les conséquences, c'est qu'on va devoir aménager en fonction d'un climat qui n'est pas le climat actuel. Okay? On ne peut pas dire que la façon dont on a réussi dans le passé, ça nous garantit qu'on va réussir dans l'avenir, bien au contraire. On peut aussi se poser la question de qu'est-ce que la recherche vient faire là-dedans. Bien, la recherche, c'est une façon de répondre à des questions qui vont nous permettre de mieux aménager dans le futur. Puis là, je vais passer très rapidement parce qu'il faut que je fasse ma pub pour Carbone Boréal. Mais Carbone Boréal, c'est une idée de voir, en 2001, de voir comment est-ce que la forêt boréale va pouvoir nous aider à lutter contre les changements climatiques. Fait que, à travers ma carrière de professeur à l'université, puis avec les collègues, qui étaient les collègues du consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale à l'époque, moi, je leur ai amené cette idée-là. Puis, on a créé Carbone Boréal. Carbone Boréal, c'est des plantations d'arbres. Là, on est rendu à 2 millions d'arbres qui sont plantés sur le territoire, à différents endroits. Puis, on étudie ces arbres-là pour être capable de trouver des nouvelles connaissances. Et c'est devenu une infrastructure de recherche de l'université. Puis, comme infrastructure de recherche de l'université, ça assure la pérennité. Comme là, mercredi, je vais présenter à mon vice-recteur des projections financières pour l'autofinancement de Carbone Boréal. Là, je suis rendu à 2062. C'est pas si pire. Ça nous permet d'étudier assez longtemps d'avance, puis ça fait au moins 2 générations de profs qui vont me suivre. Okay? Donc, à quelque part, ça sera eux autres à trouver les solutions pour 2080, 90. Mais au moins, on aura démarré quelque chose qui est sur le très long terme. Puis ça, c'est rare, parce que pour faire de la recherche en forêt, il faut avoir des dispositifs qu'on peut interroger à toutes les décennies. Fait que les demandes de subventions, c'est généralement pour 2 ans, 3 ans, puis des fois, rarement 5 ans, mais jamais pour 10 ans, jamais pour 20 ans, alors qu'avec Carbone Boréal, on est capable de prévoir longtemps dans l'avenir. C'est unique au monde, on l'a publié d'ailleurs, et c'est à l'Université de Chicoutimi, qui, je vous le rappelle, est la meilleure université au nord du parc des Laurentides. Alors, donc, cette importance de pouvoir travailler à long terme, pour nous, c'est quelque chose d'unique. Puis, ça nous donne le potentiel de, si vous avez des petits-enfants qui sont au primaire à l'heure actuelle, puis qui sont intéressés par la forêt, puis qui veulent faire un doctorat ou une maîtrise, envoyez-les vers l'Université de Chicoutimi, c'est là que ça va se passer. Okay? Donc, on est capable de travailler sur le long terme. On a aussi la possibilité, en fait, de confirmer des hypothèses parce qu'on marche avec la démarche scientifique. Alors, on a confirmé 3 hypothèses. La première, c'est que les dénudés secs, ça pousse. Okay? Si on plante les bonnes espèces dans des dénudés secs avec les bons traitements, bien, on obtient des choses comme ça après 20 ans. Quand même pas si mal, parce qu'au début, on avait prévu qu'on n'avait pas d'accumulation nette de carbone avant 22 ans. Puis là, quand on regarde ces arbres-là, puis qu'on mesure le carbone qu'il y a dedans, on se dit « Wow! Il y a non seulement du carbone, mais il y a du bois. » Nous autres, on le fait pour le carbone, mais peut-être que dans l'aménagement forestier, le ministère va décider de le faire pour le bois dans quelques années. Donc, ces milieux-là qui étaient considérés dans l'aménagement traditionnel comme étant des milieux improductifs, fragiles et à ne pas toucher, ne faisaient pas partie du calcul de la possibilité forestière. Mais là, tout d'un coup, ils viennent de changer de statut potentiellement grâce à la recherche. Okay? On a aussi, dans les hypothèses qu'on a vérifiées, oups, j'ai dû passer. OK. Donc, dans les hypothèses qu'on a vérifiées, on a aussi vérifié l'hypothèse que on était capable de quantifier des quantités de carbone pour offrir sur des marchés du carbone. Donc, dans l'avenir, à l'heure actuelle, c'est 53$ la tonne, le CO2,
dans les marchés du carbone au Québec, puis 65$ au Canada. Il va s'établir en 2040-2050 des marchés du carbone qui vont pouvoir accepter des crédits. Fait que ça va devenir une valeur de la forêt que de stocker du carbone en supplément. Et donc, ça va probablement devenir une nouvelle façon de générer de l'activité économique et de permettre la reconnaissance de ce service écosystémique. Puis on l'a testé d'une façon très baveuse pour des biologistes, c'est qu'on est allé créer des incitatifs pour faire de la compensation carbone. Et donc, il y a des gens qui payent l'université pour se faire attribuer des arbres de carbone boréal pour capter le CO2 qu'ils veulent effacer dans leur bilan. Fait que là, c'est toutes sortes de monde, là, c'est de partout. J'en ai le Palais des Congrès de Montréal, des firmes différentes, variées, des citoyens, toutes sortes de monde. De partout, pas juste au Québec. En Ontario, aux États-Unis, en France, il y a du monde qui donne de l'argent à la recherche à l'université. Nous autres, on utilise cet argent-là pour payer nos étudiants, nos professionnels, nos travaux. Puis, on arrive à publier et à développer de la connaissance. Donc ça, c'est une troisième hypothèse qu'on avait faite qui a fonctionné aussi. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on pose une question. Question de recherche, par exemple, la dernière. Quand on plante des feuillus dans une ancienne emprise agricole qui est plus considérée comme une terre agricole, qui a été libérée par le MAPAC, mettons une coulée, là, comme on a plusieurs coulées de plantées au lac Saint-Jean, au sud du lac Saint-Jean, bien, c'est plus considéré comme des terres valables pour l'agriculture, donc on a le droit de planter des arbres, fait qu'on fait planter des arbres là. Puis là, on dit, quand on plante des feuillus, malgré ce qu'on a vu sur l'érable rouge, ils ne survivent pas. Parce que les graminées sont trop agressives, puis ils les écrasent, puis les mulots se mettent là-dedans, puis 56 histoires, bref. Là, on essaye d'imaginer un moyen de protéger à peu de frais les plants pour diminuer la compétition. Donc, le printemps prochain, on va mettre en place des dispositifs chez les propriétaires terriens qui sont partenaires de carbone boréal. Puis, on va regarder ce que ça va donner en termes de rendement. On fait des travaux en ce qui concerne la fertilisation. Parce que proche des humains, proche des usines, il va falloir qu'on ait des forêts qui produisent beaucoup plus pour fournir du matériau bois, qu'on n'a pas besoin de faire 500 km en camion pour aller chercher. Fait que là, on regarde la fertilisation en économie circulaire. Donc, on prend des biosolides de papetière, puis on teste comment ça fait pousser les arbres plus vite. Fait que là, on a à l'Adoré un dispositif qu'on a mis en place. Les arbres ont été plantés en 2011. La fertilisation s'est faite en 2018. Puis, depuis ce temps-là, on les suit. Puis on se rend compte que les arbres qui ont été fertilisés ont poussé beaucoup plus vite que les arbres qui n'ont pas été fertilisés à côté. Donc, ça nous permet de publier très bientôt un article sur le potentiel de la fertilisation pour augmenter la productivité. Dans ce cas-là, c'est du pain gris. Dans des zones où on va faire des traitements comme ça. Quand on parle des MRC qui plantent des arbres régulièrement, c'est peut-être une bonne idée que de penser qu'on peut planter et fertiliser, même si ça coûte un petit peu plus cher de fertiliser au départ. Si ça te donne un rendement plus tard qui est plus grand, ça peut être une façon intéressante de faire les choses. Donc, bref, Carbone boréal nous a permis d'apprendre un grand paquet d'affaires. En 2022, on a eu un feu qui nous a mangé 2 dispositifs. C'est pas grave. C'est plat. Mais ça fait un nouveau système pour faire de la recherche. Donc, on est parti, on est allé voir sur le terrain, on a passé le drone pour être capable de mesurer au maximum les arbres qui ont survécu, ceux qui n'ont pas survécu, la profondeur du feu,
Puis là, on voit déjà qu'il y a des régénérations naturelles qui se mettent en place. Donc, ça nous donne des informations sur une situation qui va se produire plus souvent dans l'avenir. Comment est-ce qu'on peut penser des plantations qui vont s'auto-remplacer pour pas qu'on soit toujours obligé de revenir puis d'aller rescarifier puis refaire la job. Alors, c'est ça. Donc, la connaissance qui s'en vient, en 2024, on plante 200 000 mélèzes. Parce que, j'en parlais au début, le mélèze est un des arbres qui a un potentiel le plus fort pour le futur climat. Puis en plus, il y a l'avantage, en perdant ses feuilles, de capter plus de carbone dans le sol. Puis il y a l'avantage de ne pas interagir avec la lumière en hiver, donc de ne pas créer de réchauffement par l'effet d'albédo. Fait que, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. On a appris plein de choses avec Carbone boréal. Et on en arrive à la conclusion, parce que si on veut des questions. Alors, en conclusion, c'est pas bien compliqué. Le climat va changer. On n'est pas capable de sortir de la crise climatique sans utiliser la forêt. C'est notre meilleur allié. Notre forêt boréale, elle a un rôle réel à jouer avec la lutte au changement climatique. Il faut adapter notre forêt au changement climatique. Il faut penser l'aménagement forestier comme toute forme d'intervention que les humains peuvent faire concernant le devenir de la forêt. Parce que même si on dit que la nature fait bien les choses, les humains sont capables de faire mieux. La nature a fait les choses, c'est tout. C'est nous autres qui trouvent que c'est bien ou c'est pas bien. Et quand on s'en mêle, si on gère intelligemment la forêt, si on la gère en tenant compte du climat du futur plutôt que de répéter le passé, on a des chances de s'en sortir. Et comme je le disais à une dame, le dernier message, ça ne sert à rien d'être éco-anxieux. Il faut être éco-déterminé. Merci.